Salut, bienvenue à tous, bienvenue à cette masterclass organisée par le Réseau international du journalisme d'investigation, en anglais Global Investigative Journalism Network. Si vous êtes habitué à nos activités, vous le saviez peut-être déjà, mais pour le nouveau, GIGN, ou le Réseau international du journal d'investigation, regroupe 244 organisations membres basées dans 90 pays à travers le monde et soutiennent, consolident le journal d'investigation autour du monde. Avec un personnel basé dans plus d'une vingtaine de pays, GIGN opère dans une douzaine de langues, y compris évidemment en français. L'objectif de notre réseau est de consolider la formation, le partage d'informations, de contacts parmi les journalistes d'investigation et les data journalistes, même dans les régimes répressifs et parmi la communauté marginalisée. Nous organisons des formations en ligne, à l'instar de cette masterclass d'aujourd'hui. Nous organisons également et soutenons des conférences internationales sur le journal d'investigation et le data journalisme à travers le monde. La plus importante de ces conférences est la conférence internationale des journaux d'investigation que nous organisons normalement chaque 2 ans, mais qui se tiendra pour la première fois depuis la pandémie COVID-19 en septembre prochain en Suède, à Göteborg. Donc, c'est une occasion où les meilleurs acteurs de journaux d'investigation se rencontrent pour échanger, pour réseauter et pour se soutenir. Nous offrons cette année donc des bourses de prise en charge à des journalistes des pays en développement pour prendre part à la dite conférence qui se tiendra, comme je l'avais dit, en septembre prochain en Suède, à Göteborg. Alors, un appel est en cours depuis 2 mois, s'achève dans une semaine. Vous pouvez visiter le lien qui est en train d'être posté dans le chat pour en avoir plus, pour avoir plus de détails sur la conférence et les possibilités de prise en charge. En juin dernier, un collectif de journalistes d'investigation a publié une enquête révélant des acquisitions immobilières en France réalisées avec de l'argent présumé douteux de plusieurs personnalités, incluant par exemple le président togolais, la famille du président camerounais ou d'autres oligarques d'ailleurs. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui le collectif de journalistes qui a travaillé justement sur cette enquête. Vous pouvez nous exposer leur enquête que vous pourriez aisément reproduire dans vos différents pays. Nous aurons donc comme intervenant aujourd'hui pour cette masterclass Emmanuel Fredenthal, journal d'investigation basé au Kenya, Ivan Geoghegan, qui partage son travail indépendant et son poste de responsable de l'innovation éditoriale aux médias Politique Contest, Colin Emel, journaliste pour Gotham City, un média suisse dédié à la veille judiciaire et à la criminalité en code blanc. Et nous aurons également Yuri Vandenverde, qui est chercheur open source et formateur chez Bellingcat. Avant de leur passer la parole, je voudrais signaler que les échanges seront enregistrés et donc vous pourrez suivre plus tard le replay sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de GNGN en français, à l'exception de l'intervention de Yuri, suivant les recommandations du collectif. Parlant justement de Yuri, son intervention sera en anglais, mais rassurez-vous, ce sera traduit simultanément en français par un interprète qui est mobilisé à cet effet. Et donc, au moment venu, veuillez tout simplement sélectionner français. Vous allez voir en bas à droite le bouton langue, vous allez sélectionner activement français et ça vous permettra de suivre la discussion en français si vous le souhaitez, ou sinon vous restez là où vous êtes pour suivre la discussion en anglais. Alors, dernière chose, si vous avez des questions, essayez de les poser par écrit dans la case Q&R. Nous les remonterons aux panélistes. À chaque pause question, nous aurons 2 à 3 pauses questions et donc nous remonterons les questions aux panélistes. Cela dit, je vais passer la parole tout de suite à Emmanuel Fredenthal qui va commencer la présentation sur justement comment traquer les investissements immobiliers douteux des kleptocrates et oligarques du monde entier, en France et ailleurs. Alors, bonjour à tous et merci d'être venu à cette présentation sur laquelle on travaille depuis quelque temps. Donc, ce qu'on va vous montrer, en fait, c'est quelques types d'enquêtes, quelques outils que vous pourrez utiliser pour enquêter sur sur l'immobilier. Je vais commencer à partager mon écran. Voilà. Donc ces enquêtes, en fait, il y a divers types d'enquêtes sur le foncier. Il y a des enquêtes qui vont, comme le type d'enquête qu'on va vous présenter. Il y a des enquêtes qui s'apparentent à du blanchiment d'argent ou des fonds douteux, disons, qui transitent par l'immobilier.
Il y a d'autres types d'enquêtes sur le foncier qui concernent le déplacement de population par des grands projets miniers, des barrages, des projets agro-industriels, etc. Il y a d'autres types d'enquêtes qui utilisent le foncier pour montrer des problèmes plus larges, donc déplacement enfin des problèmes sociaux plus larges, disons, comme des gens qui habitent en zone dangereuse, etc. Et il y a aussi des questions sur enfin des enquêtes, des articles sur le tendance du marché foncier, donc voilà, comme le prix de l'immobilier autour de chez vous, etc. Je vais donner quelques illustrations de ces exemples pour vous donner une idée un peu. Et ensuite, nous, on va surtout se concentrer sur ce qui s'apparente, sur les fonds douteux, en fait, qui passent par l'immobilier, qui pourraient être du blanchiment d'argent. Euh, Première enquête que je voulais partager avec vous, qui est en Afrique, c'est une enquête sur les propriétaires fonciers enfin, de nombreux propriétaires fonciers qui en fait ont pu accaparer ou acheter des terres au bord du Nil. Et ça, c'est une enquête qui a été faite à partir de sources ouvertes aussi sur tous les grands deals fonciers et en fait qui ont regardé ceux qui étaient à côté du Nil et ont fait un sujet plus large. Voilà, donc ça, c'est une enquête sur le déplacement de population. Il y a aussi sur les tendances du marché foncier, cette enquête qui est aussi à partir de données qui ont été rendues publiques, qui en fait ces journalistes ont fait une demande aux autorités en Angleterre pour connaître toutes les propriétés immobilières qui étaient possédées par des entreprises domiciliées dans des paradis fiscaux. Et donc là, on peut voir sur cette carte Londres et le grand nombre de propriétés qui sont en fait euh, possédées par des gens dont on connaît pas l'identité généralement. Le trou au milieu que vous pouvez voir, c'est Hyde Park, je crois. Euh, une autre enquête aux États-Unis cette fois, qui illustre un problème plus large en fait de marginalisation des peuples autochtones, des First Nations aux États-Unis, qui en fait cette enquête a été voir quelles universités américaines avaient bénéficié euh, de grands espaces fonciers qui étaient grâce à une loi en fait qui a dépossédé ces peuples autochtones de leurs terres. Hein. Et donc là, enfin, toutes les grandes universités américaines en ont bénéficié. Et là, on peut voir une carte en fait de toutes ces terres qui est quand même est assez immense. Hein. Et donc là aussi, c'est des données qui étaient des données qui ont été rendues publiques. Euh, une enquête à laquelle j'ai participé, où on a pu trouver avec un collègue Hugo Jonca des investisseurs africains dans l'immobilier au Québec et qui étaient tous, enfin évidemment il y a beaucoup d'investisseurs africains au Québec qui ont rien à se reprocher, mais ceux-là en fait travaillaient pour des gouvernements dans des pays euh, où il y a pas mal de corruption pour certains et dont le revenu en fait pouvait difficilement justifier des biens qu'ils ont achetés. Hein. Donc ça c'est une enquête au Québec, mais avec de l'argent en provenance de l'Afrique. Euh, J'aimerais ouvrir un peu la discussion plus large. S'il y a des gens qui ont des exemples ou des questions, déjà des questions sur ce qu'on a dit jusqu'ici, et s'il y a d'autres exemples d'enquêtes qui utilisent des données foncières que vous avez faites ou que vous aimez bien, comme celle que j'ai présentée. Si vous voulez partager ça, on a un petit espace, un peu de temps pour en discuter maintenant. Moi, je vois pas du tout les commentaires, donc c'est Maxime qui va relayer ça. Et tout à fait. Si vous avez des questions, comme je l'avais dit à l'entrée, n'hésitez pas à les poser dans la partie réservée. Vous voyez en bas, au milieu Q et R. Donc, vous écrivez vos questions là-bas et puis on va les relayer aux panélistes. Donc, pour l'instant, je vois que des salutations. Ceux qui lèvent la main, à ceux qui lèvent la main, serait bien plutôt que. Voilà. Donc, Il faut écrire. petit décrire, D'accord, donc il y a une personne qui demande, peux-tu décrire à l'aide d'une de tes recherches comment tu as procédé? Bon,
Je pense que ça va être la suite. La réponse va venir avec la suite de la masterclass. Exactement. Il y Est-ce a que vous une autre avez question. Il y des a une autre exemples question. d'enquêtes que vous aimez bien? Vous pouvez envoyer le lien dans les commentaires, par exemple. Il y a une autre question. Est-ce que vous êtes parti d'une info partagée par une source pour faire ces enquêtes ou alors est-ce que vous avez plongé, est-ce que vous êtes plongé dans ces données tout simplement? Et donc, malheureusement, c'est pas moi qui ai fait, ou même nous qui avons fait toutes ces enquêtes que je viens de présenter. Moi, j'étais juste impliqué dans la dernière. On va vous présenter plusieurs enquêtes Tu peux peut-être répondre pour la qu'on a dernière. fait nous. Tu peux peut-être Ouais, répondre pour la dernière, Emmanuel, en mais profiter pour parler un mais peu. ces enquêtes que je viens de vous montrer, en fait, c'est toutes fait avec enfin, avec des données publiques. Et les enquêtes qu'on va vous montrer, pareil aussi. Tout le côté immobilier, en tout cas, a été fait avec des données publiques que chacun auxquelles chacun peut accéder. Je pense que je vais continuer. Mais si vous avez d'autres idées d'enquêtes que vous aimez bien ou d'autres exemples ou d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on aura des pauses comme ça de temps en temps pour y répondre. Voilà. Alors, euh, blanchiment. Donc, comme je vous ai dit, on va se concentrer surtout sur un type d'enquête qui s'apparente plus à une enquête sur le blanchiment d'argent, bien on va vous expliquer que c'est souvent impossible de démontrer qu'il y a eu blanchiment d'argent. Donc, en fait, on parle plutôt de source d'argent douteuse. Donc, c'est sur ce type d'enquête qu'on va se concentrer. Et pourquoi cacher de l'argent dans l'immobilier? Pourquoi est-ce que ça peut attirer des gens qui veulent blanchir leur argent, cacher leur argent? Donc l'immobilier, c'est des biens de grande valeur généralement. Donc si par exemple vous vouliez cacher votre argent dans des stylos Bic comme ça, que vous aviez plusieurs millions de dollars à cacher, ce serait assez difficile. Il vous faudrait de grands entrepôts euh, pour entasser des millions et des millions de bics. Alors que si vous avez une maison sur sur la côte française, par exemple, vous pouvez facilement avoir plusieurs millions de dollars ou plusieurs millions d'euros dans une seule maison. Il y a souvent de faibles mesures anti-blanchiment, donc ça on va en parler un peu aussi. C'est possible d'utiliser le bien immobilier ou bien de le louer et ensuite et donc de gagner de l'argent. Et puis évidemment, le terrain s'apprécie souvent. C'est aussi possible de casser son lien avec le bien en possédant, donc par exemple, ces biens qui étaient à Londres, qui sont possédés à travers des entreprises domiciliées dans des paradis fiscaux. C'est très difficile de savoir à qui elles appartiennent. Et du coup, ça fait un atout pour les gens qui veulent soit garder l'anonymat, soit cacher l'origine de l'argent. Et c'est aussi assez facile de revendre le bien généralement. Et il y a quelques cas où c'est possible aussi de blanchir l'argent grâce au bien. Par exemple, si le bien sert de paiement à un pot de vin, ou enfin, ça, on va pas trop rentrer dans ces détails-là, mais il y a des façons de faire ça aussi. Euh, donc, donc ça, c'est pour, si vous voulez, l'opposition ou les personnes qui cherchent à faire de la fraude ou du blanchiment d'argent à travers l'immobilier. Et pour les journalistes, quel est l'intérêt de l'immobilier? Donc, on peut trouver pas mal d'informations sur un bien immobilier qui nous permettent ensuite de faire un sujet dessus, où on se servant de ce bien-là. Et on va aller plus en détail sur comment est-ce qu'on trouve ces informations-là. Mais de façon générale, on peut savoir à qui il appartient, sa superficie, le propriétaire, qui l'a vendu, acheté, quand, pour quel prix, s'il y a eu des agents immobiliers ou des notaires ou d'autres qui ont été impliqués dans la vente, qu'est-ce qu'il y a, enfin, de quoi est-ce que le bien a l'air. Donc, par exemple, si c'est un appartement, on peut savoir combien de pièces souvent avec les documents qu'on va vous montrer, s'il y a une piscine, s'il a été refait. On peut souvent avoir énormément d'informations sur les biens immobiliers qui permettent ensuite d'éclairer en fait sur les sujets sur lesquels on travaille. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces informations? Je vais passer très très vite là-dessus parce qu'en fait, c'est ce qu'on va vous montrer plus en détail dans cette formation ou cette masterclass. Donc, juste pour résumer, il y a le cadastre, des requêtes aux agents de l'État,
les décisions de justice, les actes notariés, les réseaux sociaux et en combinaison avec Google Maps et les leaks. Donc tout à l'heure, les gens nous demandaient si on avait eu ces informations à travers les leaks. Moi personnellement, j'ai jamais eu de leak sur l'immobilier, donc c'est vraiment pas nécessaire. Mais voilà, ça c'est les les types de sources principales sur lesquelles on peut s'appuyer pour avoir des informations sur l'immobilier et sur lesquelles on va rentrer plus en détail tout à l'heure. Alors, on va faire une pause très rapide question s'il y a une question brûlante ou quelque chose qui est pas clair. Et puis ensuite, on va enchaîner sur notre premier exemple qui sera présenté par Yann. Il y a... Les questions, il faut les mettre dans le chat. Oui, dans la boîte Q&R, questions et réponses, en fait. Et donc, je vois, il y a certains qui mettent, merci Emmanuel pour ces détails, apparemment, ça paraît pas évident d'enquêter sur des sujets en rapport avec l'immobilier. D'autres commentaires ou c'est pas si difficile en fait. Bon, je pense que c'est plus facile que ce que que ça a l'air. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, Maxime, ouais, c'est on ça. peut Quel est continuer. le rôle des agents immobiliers dans ces fraudes, par exemple? Là aussi, on va pouvoir aller plus en détail, mais en gros, évidemment, quand on achète un bien immobilier, il y a souvent un agent immobilier qui vend. Et dans certains pays comme la France, ces agents immobiliers sont obligés en fait de vérifier que l'argent qui sert à utiliser à acheter ce bien ne provient pas de sources douteuses. Enfin, pas forcément vérifier, mais disons signaler s'ils ont un doute sur la disons la propreté des fonds qui arrivent. Voilà, il y a justement une personne qui demande comment on fait lorsqu'on est dans un pays où l'accès à ces informations est difficile. Donc, en fait, ça, J'imagine que la je pense personne que parle des pays ouais. africains francophones, par exemple. Oui, et donc c'est une bonne question. Et là-dessus, justement, je pense que c'est un peu ce qu'on essaie enfin, c'est ce qu'on aimerait, en tout cas, si vous repartez avec une chose de cette présentation, enfin, personnellement, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'en fait, c'est tout à fait possible de faire des enquêtes dans n'importe quel pays sur les biens immobiliers. Déjà parce que c'est souvent possible de faire des enquêtes à l'étranger sur des registres étrangers sur les gens de votre propre pays. Donc là, par exemple, on a des gens du Cameroun, d'Algérie, du Congo Brazzaville, du Gabon, d'un peu partout en Afrique, qui ont acheté des propriétés en France, au Québec ou à Washington. Et donc, en utilisant ces registres-là, c'est tout à fait possible de faire des enquêtes sur l'Afrique, mais qui utilisent des données étrangères. Mais aussi, dans beaucoup de pays africains, c'est tout à fait possible aussi d'avoir accès à des registres ou de faire ou d'avoir accès à d'autres types de sources. Donc, même en se baladant, en demandant aux gardes à qui appartient telle propriété. Etc. C'est souvent possible en fait de faire ces enquêtes-là. Donc je pense que l'idée c'est vraiment d'essayer et puis de pas se dire que c'est pas possible quoi avant même d'avoir commencé. C'est vraiment ça le plus important pour moi. Et voilà, donc c'était, je pense, la dernière question. Bon, il y a une dernière question qui revient sur la même chose dans les pays africains où les données sont de moins en moins disponibles. Je pense que vous avez déjà répondu à ça. On peut continuer, revenir s'il y a d'autres questions plus tard. Très bien. Et juste pour ajouter aussi, ces registres dont on parle, c'est pas des registres où il faut se déplacer physiquement. Hein. Toutes ces enquêtes sont faites en ligne. D'ailleurs, moi, je suis au Kenya, donc en Afrique, et pourtant, on a pu faire ces enquêtes. Je vais laisser la parole à Yann, qui va nous présenter donc le premier exemple et rentrer un peu plus dans les détails de comment est-ce qu'on peut faire ce genre d'enquête. Merci Emmanuel, bonjour à tous. Merci à Maxime et au GIJN pour l'invitation. Je vais partager mon écran pour vous montrer. Ah, il faut que, je ne sais pas si c'est toi Emmanuel qui présente, il faut que tu me rendes la main, je pense. Il faut que je puisse moi partager mon écran. C'est Maxime qui doit le c'est faire. Maxime peut-être. Maxime. Oui, actuellement,
actuellement, on voit par exemple l'écran c'est Emmanuel. Ouais, ça c'est mon écran. Ouais. OK. Non, mais je peux partager, mais il faut juste que toi, tu arrêtes de partager, Emmanuel. Ouais, c'est ça. Il faut euh, arrêter, donc J'ai on bien dit. le bouton, voilà, c'est parti, j'ai retrouvé la fonction. Alors, pour vous montrer un petit peu, je vais commencer par vous montrer le résultat final. Ça, c'est l'article tel qu'il a été publié à la fois dans la version papier du magazine l'Obs, l'Obs étant un hebdomadaire français assez connu avec un gros tirage. Et donc, il a été aussi publié en version web, et c'est la version web que je suis en train de vous montrer. Donc, le résultat de l'enquête, c'était quoi? C'était une série de personnalités étrangères controversées qu'on a réussi à identifier dans les données, qu'on a réussi à retrouver dans les données publiques qui sont accessibles en France. Controversées parce que l'origine de leur fortune était elle-même controversée. Ça peut être des personnes qui ont été accusées de corruption, qui ont été condamnées pour différents trafics, ou qui ont eu un passé politique avec des atteintes aux droits de l'homme, par exemple. Enfin, toute une série de chefs d'État, de ministres, d'hommes d'affaires. Et on s'est aperçu avec notre enquête que ces gens arrivaient relativement facilement à investir dans l'immobilier en France, notamment dans les villes les plus prestigieuses, là où les immeubles et les villas et les maisons sont les plus chères. Donc, avec le mécanisme que Emmanuel a bien décrit, quoi. Donc, vous voyez, on a en tout une soixantaine de personnalités qu'on a pu trouver. À l'intérieur de l'article, on ne va pas tous les raconter parce que ça nous demanderait, on va le voir, un travail de vérification un peu trop long pour les 60, mais on a comme ça une bonne dizaine de noms. L'exemple qu'on prend au début de l'article, c'est Sevil Aliyeva, donc, qui est la sœur de Ilham Aliyev, le chef d'État de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, pays où la corruption est importante, en tout cas selon les ONG. Voilà, Sevil Aliyeva. Et elle possède tout un parc immobilier, notamment sur la Côte d'Azur, à Saint-Tropez, pour ceux qui voient, des grandes maisons qui coûtent évidemment plusieurs millions d'euros à l'achat. Mais aussi un hôtel particulier à Paris. Donc voilà, et on raconte à l'intérieur de cette enquête non seulement tous ces exemples de personnalités controversées et quels sont les biens concrets qu'elles ont pu acheter en France. Et on va aussi parler du rôle des intermédiaires comme les notaires ou les agents immobiliers. Alors comment on arrive à ce résultat-là? Je vais vous montrer un petit peu alors, j'arrive juste à fermer ça, voilà. Je vais juste vous parler un petit peu des données qu'on a utilisées. Voilà, excusez-moi, je réorganise un petit peu, je fais un petit peu de ménage dans mon écran. Voilà. Donc là, les liens que je vais vous montrer, normalement, vous allez les retrouver dans le chat un peu de manière simultanée. Et le premier lien, c'est un peu la mine d'or, c'est un peu par là que tout a commencé. C'est Emmanuel, d'ailleurs, qui avait repéré que cette page existait sur le site du ministère de l'économie en France. C'est ce qu'on appelle le fichier des locaux et des parcelles des personnes morales. Donc, quand on a commencé, c'était la première fois qu'il était accessible, c'était les données de 2019, mais vous voyez que maintenant, il y a des fichiers qui correspondent à l'année 2022. Ce fichier des locaux et parcelles des personnes morales, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sorte de grand tableau, de grande base de données dans lequel il y a toutes les possessions immobilières des sociétés en France. Donc, ce n'est pas les particuliers qui possèdent directement. Moi, par exemple, l'appartement dans lequel je suis, j'en suis propriétaire, je n'apparais pas à titre personnel dans le fichier. En revanche, si jamais j'ai une société et que cette société elle-même possède de l'immobilier, normalement, je suis dans le fichier. Donc, on parle de millions et de millions de biens, parce qu'en France, il y a beaucoup de sociétés qui possèdent de l'immobilier, quoi. Alors, ces fichiers, ils sont, vous voyez qu'il y a, il y a plusieurs liens de téléchargement, et même à l'intérieur de chaque, si on prend la situation 2022, par exemple, on a un gros point zip, donc ça, c'est un fichier compressé avec plein de fichiers texte à l'intérieur. Je vais quand même prendre un instant pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et puis, pour pouvoir l'ouvrir, je vais devoir reconnecter, parce que
Je vais vous montrer un petit peu comment on peut, avec quelques lignes de code, explorer ces fichiers. Alors, je ne vais pas vous faire comment dire, le tutoriel que j'ai mis en place là-dessus, mais juste un tout petit bout. Donc là, vous voyez par exemple que je viens de télécharger 2 fichiers texte. Donc ça, c'est 2 parmi, je crois, 140 fichiers dans le fameux zip. Il y en a énormément de fichiers texte. J'en ai pris que 2. Ça correspond juste à un département français, le département des Alpes-Maritimes. J'ai récupéré je les ai copiés et je viens de les importer dans mon script, hein, voilà, dans mon environnement de travail. Et vous voyez ici, il y a ces quelques lignes, ça va me juste servir à les ouvrir, ces 2 fichiers, et à en donner un aperçu. Donc là, je lance mon script. Voilà, bon, c'est pas très, très long, hein, ça va. Et voilà un peu le type de données qu'on récupère. Ce grand tableau dont je vous parlais, je vais peut-être zoomer un tout petit peu pour que vous voyez un peu. Et on a les différentes colonnes. Donc, il y a beaucoup de colonnes qui ont trait à la commune, au département et à l'endroit. Et puis, vous allez avoir aussi le nom de la rue, le nom de la voie. Donc, vous voyez, c'est quand même assez précis, hein. On va enfin, même plus précis que juste le numéro de la rue ou le numéro de la voie. Parce qu'on a même les coordonnées cadastrales. Donc, c'est vraiment la parcelle où se trouve le petit bout de terrain sur lequel se trouve le bien immobilier concerné, quoi. Plein d'informations un petit peu techniques. Et puis, vous voyez ici, dans cette colonne, on a ce qu'on appelle le numéro de siret. Alors, en France, le numéro de siret, c'est l'identifiant unique de chaque société. Quand vous créez une société, le premier truc qu'on vous donne, c'est votre numéro de siret. Et on a, concernant la société, on a aussi la dénomination, le nom de la société. Mais à part ça, vous voyez, je suis au bout de mes colonnes, hein, j'ai plein d'informations un peu techniques, un peu pointues, mais concernant la société, finalement, j'ai que 2 choses, son nom ici et son numéro de sirène. Donc, ça ne va pas être suffisant pour remonter jusqu'aux propriétaires, jusqu'aux représentants légaux, enfin ceux qui possèdent la société concernée. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un deuxième outil qui s'appelle le Registre national des entreprises, et qui, lui, va vous permettre, à partir de n'importe quel numéro de siret, donc on va prendre celui qui était là, par exemple, d'avoir beaucoup plus d'informations sur... Alors, là, le site que je montre, c'est le site officiel de l'INP, mais il y en a plein d'autres qui reprennent ça. Par exemple, un site qui s'appelle Papers, que je recommande, qui est super pour toutes les informations sur les sociétés françaises. Donc, le petit numéro qui correspond à un local ou un endroit, ici, je vais le rentrer, le fameux numéro de sirène, et avec ça, vous voyez, j'ai bien plus d'informations sur chacune des sociétés, avec le type d'activité. Et puis, on aurait arrivé aussi à des noms ainsi. Alors, peut-être pas pour cet exemple-là, mais normalement, j'ai aussi les noms des administrateurs. Alors, non, c'est parce que c'est une société qui a été fermée. C'est sans doute pour ça que les noms ne sont plus affichés. On va essayer celle-là rapidement. Voilà. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas une société, c'est une commune, mais il se trouve que dans ce fichier-là, il y a aussi les communes, les États et les départements. Voilà. Je ne vais pas multiplier les recherches, vous voyez le principe. On a une liste de biens à l'intérieur d'un département. Là, c'était les Alpes-Maritimes en France. Et à partir de cette liste de biens, on a des noms et des numéros de société. Et à partir de ces numéros de société, on obtient des informations comme les représentants, enfin les gens qui possèdent la société, quoi. Voilà pour les 2 premières sources, peut-être les plus importantes. Dans le premier fichier que je vous ai montré, il y a aussi des coordonnées de parcelles cadastrales. Ça, c'est juste des numéros avec, comme je le disais, le terrain exact sur lequel est construit le bien immobilier. Donc là, je suis en train de zoomer. Vous voyez, ils ont tous des numéros. C'est référencé de manière très précise avec des codes. Là encore, je ne rentre pas dans les détails, mais avec un site comme le géoportail de l'IGN, vous allez pouvoir pointer, retrouver exactement un immeuble ou une maison qui est située sur une parcelle. Donc, c'est plus précis qu'une simple adresse postale, parce que parfois, une adresse postale peut porter sur tout un pâté de maisons, par exemple, surtout si on est à la campagne, si on n'est pas dans une zone urbaine, quoi. Donc, avec ces 3 liens, déjà, on peut avoir plein d'informations.
Et puis dans les sources de données qu'on a utilisées, on parlait tout à l'heure des personnalités controversées. Comment est-ce qu'on trouve des exemples de personnalités controversées? On en a tous en tête, hein, mais on ne les a pas tous forcément par cœur. Un site qu'on peut utiliser qui s'appelle Open Sanction, qui va en fait réunir plein de listings existants de personnes qui sont par exemple recherchées par la police. Vous avez les gens qui sont recherchés par le FBI aux États-Unis, ou qui sont inscrits sur différents registres comme des fraudeurs, des gens qui ont fraudé, qui n'ont pas payé leurs impôts, par exemple, ils peuvent se retrouver dans ces listings-là. Donc, il y a plein de jeux de données qui sont assemblés. Et donc, si on regarde celui-là, par exemple, vous voyez, il y a toutes des listes de noms. Alors, pourquoi ils sont dedans? Après, il faut cliquer, il faut étudier pour comprendre pourquoi leur nom se retrouve là. Mais ça va nous fournir en fait une liste de noms et vous allez voir dans un instant pourquoi c'est important d'avoir ces listes de noms et ce qu'on peut faire avec, quoi. Autre source qu'on a utilisée, c'est Wikidata. Alors Wikidata, c'est la base de données qui est un peu en coulisses derrière Wikipédia. Quand vous consultez une page de Wikipédia, il y a souvent des données qui sont récupérées sur Wikidata. Ce n'est pas ultra simple à utiliser, pour être honnête, mais en insistant un peu, on arrive à demander à Wikidata, par exemple, des listes de ministres un peu partout dans le monde, tous les ministres africains, tous les premiers ministres d'Asie, tous les présidents, tous les chefs d'État d'Amérique latine. Tout ça, c'est possible de les avoir sous forme de liste de noms grâce à Wikidata. Dernier lien qui peut être utile, c'est Open Corporate. C'est un peu la même logique, ça veut dire qu'on va avoir dans Open Corporate des informations sur plein de sociétés telles qu'elles sont enregistrées dans plein de coins du monde. Donc moi, je travaille par exemple pour un site qui s'appelle Context. On va voir s'il le retrouve là-dedans. Vous voyez, il y a toutes les sociétés qui s'appellent Context. Et là, c'est le média, par exemple, que je possède. Donc, on est au niveau international, mais on arrive à avoir des informations sur les sociétés françaises. Évidemment, les sites que je vous ai montrés juste avant, notamment le site de l'INPI, ne concernent que les sociétés françaises. L'avantage avec Open Corporate, c'est que vous pouvez avoir des informations, ça agrège des informations qui viennent de plein d'autres registres, de plein d'autres pays, quoi. Voilà un petit peu pour des données qui peuvent vous être utiles. Enfin, en tout cas, c'est des données sur lesquelles nous, on a travaillé. Je vous ai montré un petit peu comment les explorer via un script Python. Donc, le Python, c'est le langage de programmation que j'utilise. Mais la bonne nouvelle pour vous et pour tout le monde, c'est qu'on n'est pas obligé de coder pour explorer ces données et commencer à faire des recherches, puisqu'il y a un site avec qui on était en contact qui s'appelle Purd, qui propose des outils et des ressources pour aider les journalistes d'investigation. Ce site a fait un moteur de recherche assez puissant, assez costaud sur à partir des mêmes données que je vous ai montrées. Donc là, ça ressemble à un moteur de recherche beaucoup plus classique. Et donc, si vous voulez faire des vérifications nom par nom, par exemple, c'est assez pratique. Là, par exemple, je vais taper BIA ici. Et on va retrouver Emmanuel Biya, le fils du président camerounais. Et on va pouvoir ensuite naviguer pour voir quelle est la compagnie, la société considérée. Donc, vous voyez, on retrouve le fameux numéro de sirène dont je vous parlais. Hein. Tout ça, c'est un peu les mêmes données qui sont présentées là de manière plus sympa avec la possibilité de recherche. Et si je clique ici sur le lien cadastre, j'ai l'adresse ici du bien. Donc, on est passé de BIA à sa société. Donc, la société ici, c'est Immobilière du Sud Azur. Et ensuite, au bien qui est possédé par cette société. Donc, on a pu retrouver, je n'ai pas plus d'informations là-dessus, mais vous voyez, j'ai quand même l'adresse ici. Et je pourrais faire des recherches sur Google Maps. Ça, on verra ce qu'on peut faire là-dessus. Donc, ce site est vraiment très bien. C'est vraiment à garder puisque ça compile en un endroit toutes les données qu'on peut tirer à partir des jeux de données que je vous ai montrés. Alors, on peut soit donc exploiter ces jeux de données tout seul si on sait un petit peu coder, si on connaît Python. Et puis sinon, pour faire des recherches simples, ça peut être comme ça, quoi. Alors, je vais essayer de vous montrer la fin de cette enquête. Là, vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Ouais, j'espère. Oui,
Oui. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'on avait des listes de noms, hein, donc de gens qui sont gérants ou bénéficiaires de sociétés qui possèdent de l'immobilier. Donc, ça, c'est la partie gauche de l'écran. Et puis, à côté, sur Open Sanctions et d'autres ressources, on a des personnalités controversées. Et tout le jeu, ça a été de trouver des matchs, des correspondances entre les gens qui ont de l'immobilier en France et des gens qui sont controversés, enfin, dont on peut penser que la fortune qu'ils ont bâtie n'était pas d'origine tout à fait légitime. Et de temps en temps, on avait des matchs, c'est-à-dire qu'on retrouvait le prénom et le nom entre les deux listings. Et là, ça veut dire qu'on a du coup une matière à enquêter. On a un match entre personnes liées à un bien immobilier en France et personnes qui apparaissent sur des listes de personnalités controversées ou dont la fortune est d'origine douteuse. Alors, je vous disais qu'on a des matchs, oui, mais en fait, on en avait plus d'un. On a eu des centaines comme ça à vérifier. Et c'est là où moi j'ai arrêté mon travail, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais ces listes de matchs entre le nom, enfin voilà, entre les. Je pense que vous avez compris la mécanique. Et ben, il faut aller un petit peu plus loin que juste le match, c'est-à-dire dire déjà est-ce que c'est bien la bonne personne. Donc on va regarder un peu les dates de naissance, on va regarder les noms, les alias, etc. Pour voir si on parle bien de la cible qu'on a pu identifier dans le cas de Franck Biya, le fils d'un chef d'État africain. Il va falloir passer tout ça en revue. Et puis ensuite, il va falloir faire un travail de vérification pour être bien sûr, et puis peut-être aussi d'obtenir de nouvelles informations sur ces biens et sur ces sociétés. Mais ça, c'est Colline qui va vous en parler, puisque c'est à partir de là que Colline a commencé à travailler et à solliciter les services, l'administration française pour avoir plus de détails encore sur les biens qu'on a vus. Pour le moment, on avait l'adresse, ça c'est cool. On avait aussi la parcelle, le petit bout de terrain concerné, mais on n'avait pas trop d'informations, notamment sur le prix des maisons. Donc, Colline, je te laisse la parole et puis je vais arrêter de présenter. Super. Bonjour à tous. Emmanuel, je pense qu'il faut que tu reprennes la main sur le diaporama. Ouais. Il faut que j'arrive à quitter déjà. Voilà. En attendant, juste rassurer ceux qui mettent les questions dans le chat ou dans la boîte aux questions, que voilà, on va y revenir après la présentation sûrement de Colline. C'est ça. Du coup, pour revenir à la présentation, du coup, comme Yann vous l'a expliqué, on avait donc une liste de noms qui correspondaient à des sociétés. Alors, il faut savoir qu'en France, la plupart des personnes qu'on a investiguées possédaient l'immobilier sous la forme de SCI, c'est des sociétés civiles immobilières. Donc, on avait les noms de ces sociétés et il nous fallait maintenant obtenir plus d'informations sur ces biens immobiliers, notamment les prix, les noms des intermédiaires impliqués dans la banque, etc., dans la vente. Et donc, on s'est tourné vers un service qui s'appelle les services de la publicité foncière. Et du coup, là, l'ambiance était un peu comme dans Astérix et Obélix, c'est la maison qui rend fou, pour ceux qui ont déjà vu le film. C'était comme on s'imagine l'administration française, avec parfois ses arcanes et ses lenteurs. Donc, les services de la publicité foncière, ils sont organisés en France par département. Je pense que tu peux changer de slide, Emmanuel. Il y en a un dans chaque département, donc il faut se tourner à chaque fois vers un service de publicité foncière différent quand on veut obtenir des informations. Les informations qui sont à leur possession sont vraiment très intéressantes pour les journalistes parce que sur un bien immobilier, on obtient tout l'historique des vendeurs et des acheteurs d'un logement. On peut aussi obtenir les actes de vente correspondants, les prix d'achat, savoir si l'achat a été effectué par un prêt bancaire ou alors directement en cash, l'identité des intermédiaires concernés, les notaires, les avocats, les agences immobilières, s'ils ont touché une rémunération pour la vente et si oui, de combien. Et également, parmi toutes ces informations disponibles, il y a aussi des informations plus judiciaires, comme par exemple si le bien immobilier fait l'objet d'une saisie de l'Agrasc, par exemple, si la personne est placée sous sanction, ou alors s'il y a eu des litiges fiscaux avec, par exemple, des impayés au fisc pour divers motifs, que ce soit des poubelles qui n'étaient pas correctement traitées ou des choses comme ça, tout ça, ou des infractions au droit de l'environnement, tout ça apparaît dans les informations du service
des services de publicité foncière. Par contre, pour accéder à ces informations qui sont très riches, le processus est un tout petit peu fastidieux. Il faut remplir plusieurs formulaires. Donc, d'abord, il y a un premier formulaire qui s'appelle le 3233 SD, dont je vous ai mis une copie, qui s'appelle une demande de renseignement. Donc, vous devez l'envoyer en 2 exemplaires au service de publicité foncière concerné par la poste. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite partie qui s'appelle l'identification des personnes. Et là, vous mettez les informations sur la SCI, la Société civile immobilière concernée. Donc, un peu plus tôt, Yann nous a parlé de l'exemple d'Emmanuel Biya, qui est le fils aîné du président du Cameroun, Paul Biya. On avait réussi à trouver via notre data matching qu'il avait un bien immobilier dans le sud de la France qui était détenu par une société civile immobilière qui s'appelait Immobilière du Sud Azur. Et donc, cette société civile immobilière, j'ai demandé des informations à son sujet au service de publicité foncière de Nice. Et après un délai d'attente d'environ 1 mois, ils m'ont répondu avec cette réponse. Donc là, c'est juste un extrait parce que la réponse est beaucoup plus longue que ça. Mais vous avez, en fait, c'est la liste de tous les actes administratifs qui existent dans les registres français en lien avec cette société civile immobilière. Donc, par exemple, le premier acte que vous pouvez voir, c'est la slide d'après, c'est qu'il y a eu une vente qui a été effectuée par un notaire. Donc là, on a le nom du notaire, c'était le notaire Pacha. Et puis, on voit aussi, c'est sur la slide suivante, voilà, privilège de prêteur de deniers, c'est-à-dire que la vente, dans ce cas précis, a été effectuée via un prêt immobilier par la Banque populaire de la Côte d'Azur. Donc, en fait, ça nous donne des informations un peu générales. Et ensuite, si on repère quelque chose qui nous intéresse, on peut demander le document en particulier qui nous intéresse. Donc là, dans le cas d'Emmanuel Biya, ce qui nous intéressait, c'était d'obtenir l'acte de vente qui lui avait permis d'acheter sa villa dans le sud de la France. Et du coup, vous pouvez voir en haut, il y a ce qui s'appelle une référence d'enliassement. C'est un numéro assez long, celui qui se termine par 1248, tout en haut, en lien avec la vente. Et ce numéro-là, je l'ai pris pour remplir un deuxième formulaire qui s'appelle le 3236 SD. Et c'est un formulaire qui permet d'obtenir des copies d'actes de documents spécifiques. Donc là, dans ce cas précis, c'était un acte de vente. Et du coup, là, c'est pareil, on l'envoie en 2 exemplaires par la poste et on obtient une réponse. Du coup, tout le processus est assez facile, c'est pas très compliqué, c'est juste qu'il est assez fastidieux en termes de temps parce qu'il faut bien suivre toutes les demandes qu'on a faites, faire des relances quand on ne nous répond pas. Et surtout, il faut payer pour obtenir ces informations. Donc, le premier formulaire dont je vous ai parlé coûtait 12 € par demande d'information. Et le second, celui qui permet d'obtenir les actes de vente, coûte 15 €. Donc voilà, il y a quand même un coût qui peut être assez rébarbatif si on fait beaucoup de demandes comme ça a été notre cas. Et également, les demandes doivent se faire par chèque, donc ça nécessite d'avoir un compte en banque français. Voilà. Et chose bizarre, les réponses arrivent par mail. Du coup, on pouvait se demander pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas directement payer par carte bleue et faire la demande par mail. Mais voilà, l'administration française est comme ça. Du coup, il y a... Voilà. Et donc, pour terminer sur ce qu'on obtenait, une fois qu'on avait envoyé le deuxième formulaire, c'est la slide suivante, on obtient ce qui nous intéressait le plus, à savoir les actes de vente. Donc, dans ces actes de vente, on a une foule d'informations. On a l'information au sujet du vendeur du bien immobilier, au sujet de l'acquéreur. Donc là, vous pouvez voir, c'est la Société civile immobilière du Sud Azur. On voit le nom d'Emmanuel Biya qui apparaît en tant que représentant légal de cette société. Et puis, on peut obtenir d'autres informations, donc le prix auquel elle a été vendue, les caractéristiques du bien. Donc là, on voit que c'est un bien immobilier qui avait une piscine, qui était située à Cap-Martin et qui valait 2,5 millions d'euros. Voilà, toutes ces informations nous ont beaucoup aidé pour faire notre enquête parce qu'ensuite, ça nous a donné des pistes de personnes à contacter et de lieux à aller regarder. Voilà.
Peut-être qu'on peut passer à des questions. Je suis allée un peu vite, mais si vous avez des questions spécifiques sur cette partie ou sur celle de Yann juste avant, n'hésitez pas. Ouais, je crois qu'il y a Alors, quelques questions. merci. Oui, c'est ça. Il y a par exemple quelqu'un qui voulait savoir à quoi servaient les lignes de code. Est-ce que c'est simplement pour ouvrir les fichiers ou voilà, pour faire des recherches dedans, j'imagine. Alors, Euh, je vous ai montré juste un tout petit bout de toutes j'ai comme ça une bonne dizaine de scripts, enfin même une bonne vingtaine de scripts différents. Là, je vous ai juste montré l'ouverture du fichier. Mais après, on s'est aussi servi de script pour justement faire le data matching, c'est-à-dire, bah, c'est assez bête, hein, on met d'un côté une liste de noms qui peut faire, pour les gens qui ont un lien avec une société possédant d'un bien immobilier en France, on parle de mémoire 5 millions, plus de 5 millions de noms, hein, donc ça, c'est quand même une grosse liste de noms. Et on va la comparer à d'autres listes, par exemple les gens qui sont sanctionnés par les États-Unis parce qu'ils n'ont pas payé leurs impôts, par exemple. Et c'est un script qui va faire la correspondance et qui va vérifier qu'il y a des noms, qui va essayer de voir s'il y a des noms communs entre des gens possédant de l'immobilier via une société comme une SCI, et puis des gens qui sont sous sanction. Et en fait, on va aussi essayer d'être un peu malin, c'est-à-dire qu'on va regarder les alias. Parfois, sur certaines bases comme OpenSanction, vous avez des gens qui sont connus sous plusieurs noms. Pour une femme, ça peut être son nom de jeune fille et son nom d'épouse. En France, on change encore parfois de nom quand on se marie. Ou ça peut être des alias, des surnoms, voilà, enfin, des gens qui utilisent, on sait qu'ils utilisent plusieurs identités, et on va aussi chercher dans leurs alias, leurs autres identités, puis on va regarder aussi, parfois il y a le prénom, mais aussi les autres prénoms. Bon, on a vu Franck et Emmanuel Biya, par exemple. Il faut pouvoir trouver une correspondance avec juste Franck Biya ou juste Emmanuel Biya. Enfin, vous voyez, le script, on a essayé de faire des scripts qui étaient un peu malins et qui arrivaient à trouver des correspondances dans ces cas-là. Voilà, donc ça, c'est effectivement des choses qu'on peut automatiser via un langage comme Python. ouais, c'est ça. Il y a une autre question qui dit par exemple, bon, est-ce que la personne est obligée d'être domiciliée en France avant que le nom ne figure dans ce registre? Bon, j'imagine que c'est non, parce on a parlé des. Bon, je vous laisse répondre quand même. Oui, c'est une bonne Euh, question parce qu'en fait, si on regarde le fichier initial, donc toutes les propriétés qui sont possédées par des sociétés, certaines de ces sociétés sont basées à l'étranger. Mais dans ces cas-là, on va avoir encore moins d'informations sur la société. Souvent, on a juste le pays de la société et le nom de la société. On n'a même pas l'identifiant, le numéro de siret, parce que le numéro de siret, il est attribué aux entreprises françaises ou aux entreprises étrangères qui sont enregistrées en France. Mais ce n'est pas le cas de toutes les sociétés. Vous pouvez avoir une société immatriculée dans un paradis fiscal comme, je sais pas moi, les Bahamas ou les îles Caïmans ou les îles Vierges britanniques. Et via cette société, acheter de l'immobilier en France. Ça, c'est possible, ça existe. On en a trouvé pas mal dans nos données. Mais là, c'est effectivement plus compliqué d'enquêter derrière, puisque on ne vous donne que le nom de la société et son pays de domiciliation. Et là, il faut aller voir justement sur des sites comme Open Corporate ou d'autres sites pour voir qu'est-ce que c'est que cette société et surtout par qui elle est possédée. Donc, on remonte plus difficilement au nom si jamais le bien appartient à une société étrangère. ouais, il y a une autre question qui, justement, au sujet du moyen de paiement depuis l'Afrique. Euh, Quels conseils donnerez-vous, par exemple, à des journalistes qui sont en Afrique et qui veulent justement avoir des informations, des données en France? Bah, c'est vrai que cette histoire de chèque est un peu bloquant. Trouver quelqu'un sur place qui puisse faire les demandes à votre place, si vous. Voilà. Effectivement, c'est assez bloquant. Ok. Et puis, il y a une autre Mais question. Ouais, c'est Emmanuel. l'intérêt d'une collaboration aussi. Et du coup, de travailler avec d'autres journalistes qui peuvent faire ça et ajouter plein d'autres choses à une enquête aussi.
Voilà, une autre question qui parle du changement dans la quantité d'informations disponibles sur Open Corporate après la décision de la Cour européenne par rapport au registre des entreprises. Alors, quelle nouvelle tactique vous recommanderiez, par exemple, sur la base de nouvelles dispositions, enfin, de la nouvelle décision de la Cour européenne Alors, très, très bonne question. sur le registre, voilà. C'est un vrai problème. Alors, nous, on n'a pas forcément beaucoup utilisé le registre des bénéficiaires effectifs. Il n'était pas encore complet en France quand on Mais a Anne, commencé à enquêter. pour ceux qui ne connaissent pas la décision, est-ce que tu voudrais Oui, juste donner je vais Voilà. résumer, hein. Donc, nous, on a surtout travaillé sur les représentants légaux, donc c'est les associés de la société. Ça, ces données-là sont toujours publiques et c'est pas menacé par la décision de la CJUE. En revanche, il y a eu tout un travail depuis des années pour remonter plus loin dans les bénéficiaires des sociétés, savoir en fait à qui appartient, qui profite des revenus ou de l'activité de la société, qui est la personne qui se cache derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle les UBO, UBO en anglais, ou bénéficiaires effectifs en français. Et donc voilà, en France, on était récemment à 80% de sociétés avec un bénéficiaire effectif identifié. Donc ça, c'est en plus des représentants légaux type associé gérant. Désolé, c'est un peu technique, mais pour bien répondre à la question, il faut que je distingue bien les deux. Et puis, problème récent, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, parce que ça a été décidé au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, qui remet en cause la transparence de ce registre au nom du respect de la vie privée. Donc, c'est tout simplement une personne qui a saisi la CJUE et qui a dit, moi, je ne trouve pas normal qu'on ait autant de détails sur mon activité économique, sur les sociétés que je possède, par exemple. Et pour l'instant, la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, lui a donné raison. Et donc, on va vers un retrait de cette information-là. Alors attention, il s'agit d'un retrait pour le grand public. Évidemment, toutes les personnes, les professions qualifiées, enfin les professions spécialisées, type notaire, agent immobilier, ont toujours accès à ça. Et l'enjeu, c'est que les journalistes conservent aussi cet accès aux bénéficiaires effectifs. Et pour l'instant, ce n'est pas très clair. J'ai essayé ce week-end de récupérer des données sur les bénéficiaires effectifs. Et pour l'instant, elles ne remontent pas, en tout cas pas de manière automatisée. Donc peut-être qu'ils ont supprimé l'accès en attendant d'en savoir plus, mais ça va être un débat important. Alors, heureusement pour nous, il reste quand même comme je disais, ce qu'on appelle les représentants légaux de la société. Donc, c'est les gérants, les associés, les commissaires aux comptes. Tout ça, ça reste public et accessible pour tout le monde. C'est simplement les bénéficiaires effectifs. Dans beaucoup de cas, d'ailleurs, les bénéficiaires effectifs, surtout pour les petites sociétés, sont les mêmes personnes, hein. Moi, j'avais une société, par exemple, j'ai dû déclarer les bénéficiaires effectifs. Et en gros, comme j'étais tout seul dans ma société, j'étais à la fois président et bénéficiaire effectif. Donc, il y a une redite entre les deux données. Mais dans d'autres cas, oui, ça permettait d'identifier d'autres noms. Mais ce mode d'enquête-là, cette information-là, elle est mise en péril par la décision de justice européenne. Maintenant, Colline va nous expliquer un peu plus sur les précautions qu'il faut prendre une fois que vous avez trouvé toutes ces informations sur les gens sur lesquels vous enquêtiez, ce qu'il faut faire pour publier ces informations de façon responsable. Oui, voilà. Du coup, je vais essayer d'aller d'aller un peu vite pour qu'on puisse terminer dans les temps, puis surtout avoir du temps pour pouvoir répondre aux questions à la fin. Du coup, quand on fait des enquêtes sur l'immobilier, évidemment, on se heurte à un problème de taille qui est qu'on traite des informations qui sont d'ordre privé, notamment les adresses des personnes en question. Ce qui du coup nous expose à des problèmes, on va dire, moraux et puis aussi à des risques judiciaires. On peut passer à la slide suivante. Du coup, la question qu'on s'est posée à chaque fois, c'était de savoir si les informations qu'on arrivait à réunir étaient d'intérêt public ou non, et si oui, est-ce qu'on les publiait et sous quelle forme. Donc, parmi les questions que vous pouvez vous poser quand vous faites vos enquêtes pour savoir si les informations que vous trouvez vont être publiables ou non. Il y a d'abord les critères géographiques. Il y a des zones géographiques, comme Yann l'avait montré, qui nous intéressaient plus que d'autres, notamment la région parisienne, les Alpes ou le sud de la France, qui sont vraiment connus
pour être des endroits où les personnes riches et ou corrompues ont tendance à acheter de l'argent. New York, des appartements. New York, c'est également le cas à proximité de Central Park, donc le Royaume-Uni également. Donc il y a des zones géographiques comme ça qui sont plus intéressantes que d'autres. Par rapport aux acheteurs, il y a aussi un certain nombre de critères qui vont vous mettre sur les rails pour vous faire dire si vous êtes sur la bonne piste ou non. Je pensais notamment à quelque chose dont on ne pense pas forcément, c'est outre le fait que l'acheteur est éventuellement une personne politique, enfin, qui fait de la politique, ou alors un proche de ces hommes ou femmes politiques, est-ce que c'est une personne qui est placée sous liste de sanctions? Aussi, si les achats sont effectués dans le cadre d'un programme d'achat de citoyenneté, ça peut être assez suspect et vous orienter pour aller creuser plus. Et puis évidemment, on en a beaucoup parlé, les critères liés à la transaction, est-ce que l'origine des fonds est claire, est-ce qu'une société écran ou des intermédiaires sont intervenus dans la vente pour obscurcir voilà, les flux d'argent, est-ce que ça a été payé par cash ou via un prêt bancaire, etc. On s'est notamment posé la question... on avait le cas de Chantal Biya, qui est la femme de Paul Biya, qui avait acheté un appartement très luxueux à Paris. Et là, elle cochait toutes les cases. C'était la femme d'un PEP, donc d'une personne politiquement exposée. Elle n'avait pas de source de revenus évident et elle avait acheté un appartement très très cher à plusieurs millions à Paris. Donc là, évidemment, ça nous intéressait énormément. Néanmoins, si vous voulez éviter les poursuites judiciaires, attention à la divulgation d'informations personnelles, je pense notamment aux adresses exactes des propriétés. On a vu dans le contexte des sanctions contre les Russes avec la guerre en Ukraine, il y a eu des actes de vandalisme contre certaines propriétés. Donc voilà. C'est une question que vous devrez vous poser en amont de la publication. Aussi, toujours rechercher le contradictoire en allant poser la question aux intermédiaires qui ont participé à la vente et ou aux personnes concernées, parce que parfois on a l'impression qu'ils n'avaient pas la source des fonds pour acheter ces biens immobiliers, mais c'est toujours bien de leur poser la question d'où provenait l'argent. Et puis enfin, quelque chose qui est toujours très, très important, c'est de ne pas confondre des soupçons de blanchiment avec un blanchiment effectif qui, lui, ne pourra être prouvé que par la justice. Et nous, en tant que journalistes, on peut juste mettre en avant l'existence de signaux d'alerte et demander une explication, mais pas dire qu'il s'agissait de blanchiment d'argent. Et enfin, la seconde chose dont je voulais vous parler, c'était la slide suivante. Pour votre article, pour trouver plus d'explications, peut-être donner un côté plus systémique au cas particulier que vous trouvez, vous pouvez vous adresser à un certain nombre de personnes que vous pouvez interviewer dans le cadre de votre enquête. En anglais, on les appelle les enablers, c'est les facilitateurs, c'est-à-dire toutes ces personnes qui travaillent pour les grandes fortunes ou pour les personnes corrompues et qui les aident à effectuer ces agents immobiliers. Donc, c'est tous les intermédiaires, les notaires, les avocats, les agents immobiliers. Donc, parmi les questions que vous pouvez vous poser, c'est de vous demander si dans le pays concerné où l'achat immobilier a eu lieu, est-ce qu'il y a les intermédiaires sont soumis à des obligations en matière de lutte anti-blanchiment. Donc, en France, c'est le cas. Ils doivent effectuer des déclarations de soupçons auprès de Tracfin, mais dans d'autres pays, je crois, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Donc voilà, les confronter à leurs responsabilités, leur demander s'ils ont effectué les déclarations de soupçons, etc. Se tourner vers Tracfin, c'est-à-dire l'organisme de régulation, pour savoir combien de déclarations de soupçons ils reçoivent par année, quelle est la qualité de ces déclarations de soupçons, aussi pour montrer si nous, dans le cadre de notre enquête avec l'Obs sur l'immobilier en France, on a essayé de montrer qu'il y avait un problème systémique en France avec la manière dont le marché immobilier était régulé, avec trop peu de contrôle, trop peu de déclarations de soupçons, etc. Et puis aussi mettre ces professionnels face à leurs obligations, face à leurs propres organismes professionnels qui sont aussi censés les réguler. Chercher, par exemple, s'il y a des conflits d'intérêts qui existent entre régulés et régulateurs. Nous, par exemple, dans notre enquête sur l'immobilier en France, on avait montré que certains notaires qui participaient à des ventes immobilières faisaient également partie des organes de régulation de ces mêmes notaires. Donc, du coup, ils étaient bien incapables de réguler les autres, sachant qu'eux-mêmes faisaient des ventes très chères pour des personnes assez corrompues. Donc voilà, c'est un peu des pistes de questions que vous pouvez vous poser en lien avec votre enquête et qui vous ouvriront donc d'autres pistes de choses à creuser et qui seront assez riches. Voilà. Et puis du coup, on peut passer à la conclusion.
ce qui était un peu le message qu'on voulait vous faire passer, qui est que les enquêtes sur les biens de luxe, c'est super. Et il y en a encore beaucoup à faire, surtout parce que les achats de biens luxueux sont en plein boom ces dernières années, pour différentes raisons, mais en tout cas, les ultra-riches en achètent beaucoup. Donc, on voulait vous citer une série d'exemples d'enquêtes qui ont déjà été amorcées, mais pour lesquelles il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Donc, la première, c'était les yachts. Mediapart avait notamment sorti en lien avec plusieurs autres médias dans le cadre de l'affaire Congo Hold Up une enquête sur le yacht du président Kabila. Il n'y a pas que Mediapart qui a travaillé là-dessus d'ailleurs. Ça fait plusieurs années que de nombreux journalistes s'intéressent à ce yacht qui s'appelle l'Enigma XK. Il porte bien son nom parce que du coup, on n'a jamais réussi à prouver qu'il appartenait réellement au président Kabila, même s'il y a beaucoup de soupçons en ce sens. Vous pouvez vous intéresser également aux jets privés. Donc, il y a de nombreux comptes Instagram et Twitter qui ont fleuri ces derniers mois pour mettre les plus riches face à leurs responsabilités. Et puis, évidemment, les propriétaires de jets se sont mis à immatriculer leurs jets dans d'autres endroits qui rendent le suivi plus compliqué, mais il reste néanmoins possible quand on s'acharne un petit peu. Il y a les vacances luxueuses, c'est-à-dire ça, c'est l'exemple de Théodorin Obiang. C'était Emmanuel qui avait déniché cette histoire. Donc, c'est le fils aîné du président de Guinée équatoriale qui poste énormément sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et puis, du coup, on a toujours accès à ces vacances toujours plus luxueuses. Et puis, ça fournit des pistes pour des enquêtes parce qu'il s'agit d'argent public. Et puis, enfin, les montres et les vêtements de luxe, toujours sur Instagram avec tout un tas d'enquêtes sur, par exemple, comment les trafiquants de drogue portent des montres suisses, par exemple. Enfin, voilà. Ça permet aussi de mettre les maisons de luxe face à leurs responsabilités. Voilà, c'était des pistes d'enquête qui, je l'espère, vous donneront envie de continuer. Puis du coup, on va finir avec une section de questions, si vous en avez. Oui, merci beaucoup, Colline. Il y a quelques questions. C'est vrai qu'on a talonné pas le temps, mais il y a une question, par exemple, qui voudrait savoir si, par exemple, vous introduisez une demande d'information sur les biens d'un individu, est-ce que cette personne, cet individu, est informé de la démarche, de la procédure? Par rapport au service de publicité foncière en France, Oui, oui. non. Ils ne sont pas tenus au courant et ça, c'est très bien. Parce que aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les demandes que nous, on a faites dans le cadre de notre enquête, c'est des demandes que les notaires font quasiment quotidiennement en France. En fait, à chaque fois qu'il y a une vente immobilière en France, le notaire fait cette demande. Donc, c'est surtout les professionnels de l'immobilier qui l'utilisent et donc, non, la personne concernée n'est pas tenue au courant. OK, et puis il y avait une question qu'on avait laissée. Oui, Emmanuel? Non, j'allais dire parce que la question inclut aussi aux États-Unis et c'est pareil pour la requête dont Yuri a parlé aussi, personne n'est mis au courant et généralement c'est comme ça pour les informations publiques. OK. Et comment est-ce que vous êtes retrouvés? Vous n'êtes pas de la même organisation. Comment vous êtes retrouvés autour de ce sujet? Bah, Emmanuel, par exemple. Ouais, en fait, on s'est agrégé peu à peu. Puis plus de monde ont rejoint l'équipe. Au départ, c'était Yann et moi, ensuite Colline et Yuri. Et donc, au final, il y avait aussi Karine Pfenniger qui nous a aidés. Donc, au final, on s'est retrouvés à 4 ou 5 pour faire l'enquête. Et c'est par contact, par des gens qu'on connaissait et avec qui on avait envie de travailler. Okay, last question to Yuri. Someone is asking if you are optimistic that this profession will always. Est-ce que vous êtes optimiste, que vous pensez que vraiment dans cette profession, on trouvera la manière de faire des enquêtes, alors que justement on essaie d'imposer des limites à la transparence? Vous pensez qu'on va pouvoir continuer à enquêter comme ça sur ces affaires-là, vous croyez? Oui, ça c'est la question qui me posait, donc si je comprends bien. Oui, alors, vous savez, je crois que c'est comme dans toute enquête de journalisme d'investigation. Moi, vraiment,
si vous faites toujours du journalisme d'investigation, vous recourez finalement aux mêmes enquêtes et très souvent, lorsque vous êtes vraiment face à un mur, lorsqu'il y a des limites dans une juridiction, des limites qui sont imposées dans une juridiction, ça vous limite dans votre marge de manœuvre, mais il y a toujours moyen de trouver la manière, notamment en utilisant les sources ouvertes. Passer par Facebook, le compte Facebook de quelqu'un, d'Instagram. S'il n'y a pas des photos, effectivement, que vous pouvez géolocaliser, il y a toujours moyen. Et puis, vous avez d'autres outils, le cadastre, le registre foncier. Il y a toujours des voies détournées qu'on peut utiliser. Il y a toujours quelque chose qu'on peut utiliser. Bon, ça ne va pas toujours être possible dans tous les cas, mais je crois qu'il faut se débrouiller, contourner la difficulté. Vous savez, si c'était si facile, mon boulot, plus personne ne le ferait, ce serait complètement désuet parce que n'importe qui pourrait passer par Internet et faire des recherches. Peut-être qu'un jour, quand la transparence régnera partout, eh bien oui, notre profession de journaliste d'investigation sera complètement tombée en désuétude. Mais pour l'instant, bon, c'est vrai qu'il y a des arrêts judiciaires qui sont décidés, certes, mais je crois qu'il y a encore une assez grande marge de manœuvre. Merci, chers panélistes, pour ces échanges, ces partages d'expériences. Merci à vous tous qui avez accepté, qui êtes restés là, même si voilà, on est resté un peu longtemps aujourd'hui. Nous mettons un lien d'un formulaire très court, d'un formulaire d'évaluation dans le chat. Essayez, s'il vous plaît, de remplir ça. Cela nous permet d'améliorer les prochaines sessions. Et pour ne pas manquer nos prochaines sessions de webinaire de formation, on vous convie à visiter régulièrement le compte sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et très récemment, nous sommes sur LinkedIn. IGN a un compte désormais sur LinkedIn en français. Vous pourrez justement accéder à nos ressources, aux opportunités que nous partageons. Et donc, merci encore une fois à tout le monde. Merci particulièrement à l'équipe de GIGN qui est restée derrière le rideau. Je pense à Alcyone, Mohan, Aïssatou, et à vous tous et à très bientôt, en tout cas soit ici ou sur les pages de GIGN.